Depuis le 12 juillet, l'exposition Art Lovers présentant des pièces extraites de la collection Pinault attire un large public au Grimaldi Forum. Dans les salles de l'espace Ravel, les visiteurs sont amenés à découvrir des œuvres contemporaines qui font écho aux classiques de l'art. Pour appréhender et comprendre le travail de chacun des artistes, les responsables du Grimaldi Forum et le commissaire de l'exposition ont tenu à mettre à disposition du public plusieurs outils et de nombreux médiateurs et médiatrices. On a vraiment un parcours très sensible et qui va évoluer depuis des premières salles où je dirais que ce rapport immédiat avec l'histoire de l'art se fait. Et puis évidemment après qui va devenir un peu plus complexe parce qu'on aborde la transformation, on aborde effectivement l'intégration, comment l'histoire de l'art est en énième, je dirais, superposition et comment elle est intégrée comme ça dans les productions contemporaines. Donc c'est vrai qu'il y a des pièces qui sont lisibles au premier abord et puis qui demandent une concentration et une curiosité surtout du public. Parce que je crois que ce qui était primordial, c'est que le visiteur soit libre. Libre, c'est également ce rapport, je dirais, sensible, immédiat avec l'œuvre, mais qu'il soit aussi accompagné et puis qu'il puisse découvrir son jeu de piste de l'histoire de l'art telle qu'elle est à page ouverte à travers chacune des œuvres ici exposées. Dans chaque salle, des documents d'information sont disponibles et lorsque le visiteur le souhaite, il peut avoir recours au service des médiateurs. Tous sont des étudiants qui trouvent ainsi un bon moyen de faire partager leur passion pour l'art. On nous a donné les éléments, donc l'audio-guide à l'avance, le catalogue d'exposition. Et ensuite, on a fait nos recherches personnelles. Comme j'ai fait un master 2 de recherche, j'ai été beaucoup amenée à faire ce genre de travaux. Donc ça a été un réel plaisir de redécouvrir ces artistes de manière plus approfondie. Donc, et puis partager ensuite tout ça, parce que travailler seul à la maison c'est bien, mais c'est aussi bien de pouvoir le retranscrire ensuite à tout le monde. Et c'est un réel bonheur de voir aussi les gens, ils sont ravis, les visiteurs sont ravis d'avoir les clés de lecture. Et donc c'est que du bonheur de travailler ici. Et pour finir cette visite interactive, le Grimaldi Forum a eu l'idée de surfer sur une tendance qui fonctionne bien, en s'associant au réseau social Facebook et en proposant au public de s'exprimer de façon ludique sur l'expérience qu'il vient de vivre. Le Grimaldi Forum, cette année, a voulu aller un petit peu plus loin dans l'interactivité avec les visiteurs de l'exposition. Alors l'exposition, le thème, c'est l'art s'inspire de l'art. Mais nous, on a voulu s'inspirer des outils de communication qui marchent. Et aujourd'hui, les outils de communication passent beaucoup par les réseaux sociaux. Donc on a associé Facebook à la vidéo, à la Art Lovers TV. Alors ça va rappeler à certains téléspectateurs la boîte à questions d'une fameuse chaîne cryptée. Donc le principe est le même. Vous vous installez dans la boîte à questions, on vous pose 3 questions très générales, c'est très simple, sur votre ressenti de l'exposition, en quoi vous êtes un art lover par exemple, ou à quoi ressemble un artiste contemporain. Et ces vidéos se publient directement sur votre compte Facebook. Ça permet en même temps, en termes de communication, de faire un petit peu le buzz autour de l'exposition. Et nous récupérons les meilleurs témoignages. L'exposition Art Lovers se poursuit au Grimaldi Forum jusqu'au 7 septembre. Vous pourrez y voir des œuvres de 33 artistes des années 1960 à aujourd'hui. Une occasion unique de pouvoir découvrir des pièces qui appartiennent d'ores et déjà à l'histoire de l'art. Les mers et océans sont en perpétuelle évolution. Seule une poignée de plongeurs expérimentés peuvent observer ces changements. Global Underwater Explorers sont partis de ce constat pour créer le projet Baseline, une base de données qui propose à tous les plongeurs professionnels ou amateurs d'échanger leurs clichés et vidéos des fonds marins afin d'offrir à tous la possibilité d'observer l'évolution de ces milieux aquatiques. C'est une nouvelle organisation de plongée comme PADI ou la CMAS, à la différence qu'on essaye d'orienter nos formations vers l'excellence et que tous les fonds récoltés vont à la protection de l'environnement. Le projet principal que nous soutenons pour l'instant, c'est le Project Baseline, nous l'avons créé. C'est une base de données mondiale, c'est une base de données en vidéo, en photo, et une base de données aussi écrite sur les conditions environnementales sous-marines et subaquatiques mondiales. Donc en gros, on entend régulièrement des plongeurs très expérimentés nous dire « oui, mais il y a 40 ans, il y a 30 ans, quand j'ai commencé la plongée sous-marine, c'était comme ça, comme ça. Il y avait beaucoup plus de poissons. Alors c'est bien, mais on n'a pas de vraies preuves de ça. » Nous, ce qu'on veut proposer, c'est une plateforme que chaque plongeur de toutes les organisations puisse apporter
c'est sa pierre à l'édifice. Chaque plongeur peut faire une petite photo, une petite vidéo, la mettre en ligne et comme ça, à travers le temps, on peut vérifier s'il y a réellement des changements dans les conditions environnementales subaquatiques. C'est le seul moyen de pousser les autorités et le pouvoir public à changer, à effectuer des modifications pour préserver l'environnement. À bord du Pacific Provider, l'équipe de Global Underwater Explorers a traversé l'Atlantique et la Méditerranée afin de faire connaître leur organisation. Outre le projet Baseline, l'association souhaite développer des partenariats écologiques avec les acteurs locaux. Chaque photo, chaque plongeur ont de l'importance sur chacune de leurs plongées. De la même manière qu'a été créé Facebook ou encore Google, nous souhaitons construire le projet Baseline en démontrant un système fort et en donnant une motivation aux personnes qui partagent leurs informations. Nous pouvons tout simplement répertorier ces fonds marins aujourd'hui et voir leur évolution au fil des années et observer quelles sont les causes et les effets. Le Pacific Provider est équipé d'engins submersibles et de matériel de pointe en matière d'exploration sous-marine. L'équipe de Global Underwater Explorers propose également aux scientifiques du monde entier de bénéficier gratuitement de ces infrastructures. Trafic, bus saturés ou bien même grève ferroviaire, tant de difficultés que vivent au quotidien les salariés de la Principauté. 30 000 personnes des Alpes-Maritimes travaillent à Monaco, avec plus de 3,8 millions de voyages effectués chaque année et des pointes de fréquentation pouvant atteindre 15 000 voyageurs par jour. Il semblait indispensable à l'activité économique de la Côte d'Azur de proposer une nouvelle ligne de bus. Vous savez que le gouvernement fait très attention à sa politique de transport et essaie d'améliorer au maximum la mobilité et l'accessibilité de la Principauté de Monaco, puisque je le rappelle, Monaco est un grand bassin d'emploi et nous avons plus de 40 000 salariés qui rentrent tous les jours en Principauté. Donc cette ligne va, nous espérons, permettre de faciliter cette accessibilité en partant de Saint-Laurent-d'Èze et en allant jusqu'à Carnolès. Elle va pour ainsi dire un peu doubler cette ligne 100 qui part de Nice pour arriver jusqu'à Menton. Une ligne qui est malheureusement très souvent saturée, notamment aux heures de pointe. Et souvent les habitants des communes limitrophes ne peuvent pas monter dans les bus, sont obligés d'attendre 2 ou 3 bus puisque cette ligne est saturée. Donc c'est une ligne que nous lançons à titre expérimental, qui sera effective le matin aux heures de pointe et en fin de journée également aux heures de pointe et qui permettra donc, on l'espère, de faciliter la venue et la sortie de la Principauté aux nombreuses personnes qui viennent travailler chez nous. Grâce à l'augmentation constante de la fréquentation sur ce trajet, le Conseil général des Alpes-Maritimes a engagé une série de mesures. Le 27 juin dernier déjà, des bus articulés ont été mis en place afin d'augmenter de 50 à 80% le nombre de places offertes sur la ligne 100. La Principauté et le Conseil général des Alpes-Maritimes travaillent de concert depuis de nombreuses années grâce à une solide collaboration. Elle s'est passée sur un constat commun de la saturation de cette ligne, des difficultés. Nous en avons parlé depuis plusieurs mois. Nous travaillons dans un bon climat, nous avons toujours bien travaillé avec la Principauté et nous avons voulu chacun apporter une réponse concrète. Donc il y a cet engagement du Conseil général sur la ligne 100, il y a l'engagement de la Principauté sur cette nouvelle ligne 101 qui est créée. Et donc, dès aujourd'hui, nous avons une augmentation de l'offre de transport considérablement améliorée. Dès ce lundi, l'accès en Principauté sera donc facilité pour les salariés habitant Cap-d'Aille et Roquebrune-Cap-Martin. La tarification départementale s'appliquera sur la base des tarifs actuels de la ligne 100 et les abonnements seront également valables. Entre sensationnalisme et culture populaire, Mike Boucher et Paul McCarthy sont connus pour leur utilisation inattendue d'objets familiers. Ils explorent dans leurs œuvres la société de consommation à travers un travail de désorientation. Le point de départ de cette exposition Double Deck est une satire du célèbre musée Guggenheim à Bilbao. Au mois de février, à Francfort, au Porticus Museum, ils ont commencé à travailler ensemble et à travailler sur leur démarche qui est assez similaire, de détourner les espaces d'exposition, de parler du milieu de l'art, du marché de l'art,
assez élargie, on va dire, avec beaucoup d'imagination et beaucoup de recherche, que ce soit technique. Donc on a dans cette exposition à la fois des tableaux, des maquettes, des installations, des structures gonflables. Donc il y a tout un travail sur les architectes. Donc le point de départ de l'exposition, c'était le musée Guggenheim de Bilbao. Donc il y a beaucoup de portraits d'architectes et cette grande maquette du musée Guggenheim de Bilbao qui est transformée en bateau de guerre. La galerie Marlborough Monaco présente ici un prolongement de l'exposition réalisée en début d'année pour le Porticus Museum de Francfort en Allemagne. Les deux artistes ont repensé l'espace monégasque et l'ont transformé en partie en atelier, certaines toiles ayant été réalisées sur place. Cette exposition est un travail qui débute par un point bien précis. C'est un processus qui ne fait qu'avancer et grandir, qui va de l'avant. Elle aborde de nombreux sujets et thèmes qui, en théorie, n'ont jamais de fin. Il y a un grand nombre d'œuvres et certaines viennent de nos discussions, d'autres sont issues d'un travail à deux. Nous peignons tous les deux en même temps. Elles viennent d'échanges entre nous, elles sont inspirées par des discussions critiques que l'on a pu avoir. D'autres sont issues d'échanges humoristiques et certaines viennent d'échanges de points de vue. Outre la série d'œuvres sur le Guggenheim, les visiteurs pourront découvrir une galerie de portraits d'architectes internationaux allant du Corbusier à Sir Norman Foster, mais également l'installation A-Hall reprenant des bouteilles de boissons énergisantes imaginées par les artistes, ou encore une série de peintures déclinant la crème solaire italienne Bilboa sous toutes ses formes. Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre les galeries Marlborough de Chelsea et de Monaco. En parlant et en travaillant sur cette exposition, on a décidé que le meilleur endroit pour faire la suite, c'était ici à Monaco. Et on a décidé, juste au moment qu'on était en train d'installer l'exposition en Allemagne, qu'on va faire la deuxième partie ici. Et on est très contents et très heureux d'être ici. Et je crois que ça, c'est la première exposition qu'on a organisée, la galerie à Chelsea, ici à cet espace. Et ça ne va pas être le dernier. On va faire des autres expositions et on veut surtout amener des artistes qui n'ont pas eu encore l'occasion de venir à Monaco, d'exposer ici, des artistes importants. Le public pourra découvrir Double Deck jusqu'à la mi-septembre. La galerie monégasque accueillera ensuite l'artiste peintre turc Ahmet Günestekin et sa collection de peintures abstraites très colorées. Depuis le 6 juillet jusqu'au 17 août, la Direction des Affaires culturelles de Monaco propose le 9e Festival international d'orgue de Monaco. Les programmes sont variés et parfaitement adaptés aux ressources musicales du magnifique instrument de la cathédrale. Le programme de cette 9e édition est consacré surtout à Jean-Louis Florent, un compositeur extrêmement intéressant du début du XXe siècle. Malheureusement, c'est un compositeur qui est mort jeune et nous fêtons cette année le 10e anniversaire de son décès. Il a écrit 4 grandes œuvres pour orgue et nous allons les donner. Enfin, nous les avons données déjà au cours de 2 concerts du mois de juillet et 2 concerts au mois d'août. On donne l'intégrale de l'œuvre de Jean-Louis Florent, compositeur qui a obtenu en 1990 le Grand Prix de composition de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Ces concerts gratuits sont donnés chaque dimanche à 17h à la cathédrale de Monaco par des organistes de réputation internationale venus de Suède, du Canada, de Suisse, de France et un jeune talent. Chaque année, j'ai souhaité donner les claviers à un jeune talent, lauréat des concours internationaux d'orgue, lauréat aussi des grandes institutions d'enseignement, des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris, de Lyon, mais aussi de l'étranger, les grandes Musikhochschule. Aujourd'hui, on reçoit Louis-Noël Bestion de Camboulas, un jeune musicien de 25 ans, qui a fait de très brillantes études au Conservatoire de Paris, qui a obtenu
le premier prix du concours international de Toulouse en septembre dernier, qui est un des plus grands concours internationaux au monde pour l'orgue. Et c'est quelqu'un de très 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 brillant. J'étais d'ailleurs au jury quand il a eu son prix au Conservatoire supérieur de musique de Lyon, et j'étais vraiment conquis par son jeu. Je trouve que c'est un remarquable musicien. J'ai étudié quand j'étais jeune le piano au tout départ, mais avec un professeur qui était également organiste. Donc vous l'avez dit, c'est un instrument tout à fait étonnant et très impressionnant. Donc le fait de le côtoyer un petit peu m'a attiré. Et tout naturellement, en fait, je me suis dirigé dans cette direction-là, plutôt donc l'orgue que le piano. Et aussi pour des raisons de choix esthétiques, parce que finalement à l'orgue on a un répertoire vraiment plus large que le piano. On peut aller de la musique du 14e, 15e siècle à aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que chaque époque a fait l'orgue en fonction de l'orchestre qu'on avait. C'est-à-dire que l'orgue du 17e ressemble un petit peu aux sonorités d'orchestre du 17e. L'orgue du 19e est complètement un orchestre symphonique. Et puis l'orgue du 20e siècle, comme on a aujourd'hui, permet d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de pouvoir rassembler un certain nombre d'esthétiques. Nous avons à Monaco l'obligation et le devoir d'avoir une politique culturelle qui n'oublie personne, ni horizontalement, ni verticalement. Je veux dire qu'elle n'oublie aucune expression artistique, la musique en est une, et qu'elle n'oublie aucun public et aucun niveau de cette expression artistique. L'orgue, vous savez, c'est un instrument quand même très particulier. On dit souvent le roi des instruments. C'est un instrument pour lequel il faut des années de travail pour le fabriquer, il faut des années de travail pour l'apprendre, et il faut encore ensuite des années d'expertise pour arriver à en jouer comme il faut. L'organiste tout seul, avec ses mains, avec ses pieds, avec son cerveau, fabrique le son puisqu'il choisit l'orchestre avec lequel il va jouer. Donc cet instrument merveilleux que nous avons à Monaco, l'instrument de la manufacture Thomas, qui est quand même assez exceptionnel, ça je n'ai pas peur de le dire, méritait d'être mis en valeur avec les organistes les plus confirmés comme les plus jeunes talents. Voici votre point météo et le temps qu'il fera dans les jours à venir, à commencer par vendredi. Le prolongement de la période de beau temps, chaud et bien estival. Les températures sont proches des normales de 24 à 28 degrés. Samedi, un large soleil malgré quelques nuages. Les températures seront stationnaires de 24 à 28 degrés. Dimanche, des nuages feront leur apparition sans une réelle dégradation. Il y aura de belles éclaircies comptées de 24 à 27 degrés. Et enfin lundi, le temps sera largement ensoleillé et aussi chaud que les jours précédents. Les températures de 23 à 28 degrés. On se quitte en musique à l'occasion d'un concert de gospel qui s'est déroulé à l'église anglicane mercredi soir. Concert organisé par l'association humanitaire CEP Monaco. Extrait. Today, holy, 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 holy. Exalt his name, exalt his name, exalt his name, exalt his name forever. Exalt his name, exalt his name, exalt his name, exalt his name, exalt his name forever. Exalt his name forever. Exalt his name, exalt his name, exalt his name forever. 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 Exalt his name. Oh, swing low, sweet chariot, coming for to carry me out. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me out. Swing low, sweet chariot.